Salut à tous et bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL. On est live ce jeudi 8 décembre et je suis avec les deux principaux intervenants du front office, Alex et Jérôme. Comment ça va les gars ? Très bien. Nickel, et toi ? Ça va bien, ça va bien. Ce jeudi soir, on a décidé de passer au jeudi pour cette semaine et la prochaine parce que pour cause de Coupe du Monde de foot, on s'est dit que les gens aimaient bien Fantasy Ballers, mais si on se battait contre un match de Coupe du Monde de foot, ça serait compliqué. C'est pas une mauvaise idée. Alors, Front Office, déjà, les gars, c'est quoi ? C'est votre deuxième saison, c'est ça ? À faire un podcast essentiellement sur la NFL, mais sur les sports américains en général ? Que NFL. Hein. Que NFL, on n'a pas encore dérivé. C'est pas impossible que ça vienne un jour dont le nom assez générique de je vois Front régulièrement Office, parler de basket et d'autres t'intéresser à d'autres trucs. Ouais, gros consommateur de sport, mais ouais, pour l'instant, Front Office, que NFL. C'est le plan actuel. On verra si ça évolue à terme, mais avec les forces en présence, c'est déjà pas mal. Ça prend déjà pas mal de bandes passantes, donc on va attendre un petit peu. On va attendre un peu avant de se lancer dans autre chose, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, vous faites 2 podcasts par semaine, un rewind et un, j'allais dire un le forecast. preview. Comment vous l'appelez ? Le preview qui sort le vendredi. Donc, entre-temps, vous arrivez à faire une troisième émission dans la semaine pour parler fantasy. On parle pas assez de foot, c'est pour ça. Ouais, bienvenue les gars. Merci. Et c'est vous qui nous avez motivés à faire cette ligue aussi, cette ligue des légendes dont on va parler un petit peu à la fin de l'émission, et dans laquelle vous êtes tous les deux qualifiés pour les playoffs, si je dis pas de bêtises. Évidemment. C'est un énorme accident, mais je crois que c'est assez officiel. Non, je crois que vous êtes tous qualifiés. Et quant à moi, je suis plus ou moins maître de mon destin en 6e position. Mais pour me qualifier, ça veut dire qu'il faut que j'élimine Aptine. C'est pas pour ça qu'Aptine n'est pas là ce soir. C'est parce qu'il est bloqué au travail. Mais ouais, on a un duel fratricide où si je perds, il y a moyen qu'on soit sortis tous les deux. Si je gagne, au moins je suis sûr d'être qualifié. Donc on va voir ce que ça peut donner. Allez, Aptine. Donc, faites gaffe, c'est moi qui ai le bouton sur supprimer la ligue. Hein. Ok, pas clair. On va parler un peu de Week 13, même si c'était il y a un petit moment et qu'on a déjà Week 14 qui commence ce soir. Mais Week 13 était très intéressante et a commencé par un petit Buffalo contre les Pats, sans énorme intérêt, à part le fait que James Cook, de nouveau, a fait parler la poudre pour la deuxième fois en 3 matchs, avec 14 carries. Un speed de carry avec Singletary qui semble se confirmer pour la fin de saison. C'est quoi votre opinion un peu sur le backfield de Buffalo ? Est-ce qu'il y a un joueur en qui vous avez confiance ? Vous citez les deux parce que vous n'êtes pas sûr qu'ils jouent. Qu'est-ce que vous faites si vous avez des joueurs de Buffalo ? Je cut Nyheim Hines directement. Si je l'avais encore dans mon effectif, si j'avais le peu d'espoir qu'il fasse quelque chose. Et, parce que là, on voit Singletary, aucune réception. Quasiment tout le passing game est passé par James Cook. Donc ça montre bien qu'ils ont confiance en lui et que ça va être un backfield à 2, on dirait, entre Cook et Singletary, avec un peu plus de passes pour Cook, mais quand même 14 portées, c'est énorme. Ouais, quand on a un autre qui en fait 13, quoi. Ouais, là, sur ce match, on voit que les deux ont réussi à vivre côte à côte, aussi parce qu'ils ont vite été devant au score. Moi, j'ai quand même hâte de voir comment ça va se répartir si à un moment, ils ont un match un peu plus serré et qu'il faut un peu plus passer le ballon. Je pense on verra un peu plus Cook. Ouais, c'est possible. En tout cas, Cook, c'est quelqu'un que j'ai ajouté partout où je le pouvais. Déjà il y a 2 semaines. Après, je l'avais redroppé dans certains endroits, puis je l'ai remis. J'ai payé 2 fois pour Cook. Surtout dans notre ligue où on est en keeper. Je pense que ça peut être une option intéressante pour les playoffs et pour l'année prochaine. Côté réception, c'est plus difficile parce que Gabe Davis, c'est un match sur 2 avec un peu le boomer bust avec les longues passes, très dépendant du touchdown. Et McKenzie, il y a des matchs où il est vachement impliqué, comme celui-ci, même si le score fantasy n'est pas totalement espéré, mais 5 réceptions, 45 yards. Et puis d'autres où il est complètement absent. Donc j'ai du mal, à part Diggs, du mal à faire confiance dans le corps de receveur des Bills.
Ouais, Perso... si Stefon Diggs est sur votre waiver, prenez-le. Ça, c'est mon conseil d'expert. Non, perso, moi j'ai l'impression que McKenzie, c'est un coup à tenter pour cette fin de saison. Je pense que Buffalo essaye de l'impliquer à tout prix. Et rien que pour le volume qu'il peut avoir, je le trouve intéressant. Là, comme tu le dis, ça se voit pas trop dans les chiffres, mais je pense qu'il a un vrai coup à jouer. Les slot receveurs de Josh Allen font généralement des bons scores. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais ouais, si vous êtes en galère de receveur ou que vous jouez, admettons, une équipe où il y a Josh Allen en face et que vous voulez éventuellement avoir un counter sur ces éventuels TD, ça peut être intéressant de prendre McKenzie. Côté Pats, est-ce qu'on a quelque chose à dire? J'ai l'impression que c'était un peu la même chose que d'habitude. Mac Jones, médiocre. Est-ce qu'il garde sa place jusqu'à la fin de la saison? Pas sûr. Je pense qu'il va la garder jusqu'à la fin de la saison, mais il va y avoir une vraie question à l'intersaison. J'ai entendu une rumeur Tom Brady, parce que Oui. pourquoi pas. Oui, exact. Et je veux dire, t'es les Patriots, t'as l'occasion de le ramener. Je pense que tu sais que c'est pas Mac Jones qui va te garder la franchise pendant les 10 prochaines années, et t'as plus de chance avec Tom Brady. Donc autant, voilà, j'ai un peu peur pour Mac Jones. Et bon, après, Bailey Zappi, on avait vu des choses plutôt cool de sa part. Mais bon, après on l'a pas vu. Enfin, je crois pas qu'on l'ait vu contre Buffalo, quoi. Donc non. un peu compliqué. Donc, mais il n'y a pas grand chose côté vraiment. Non, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent à part Stevenson qui a été la valeur sûre toute la saison. Mais côté receveur, moi je sais que par exemple cette semaine j'ai pris Davante Parker parce qu'il avait fait un bon match la semaine d'avant. Je me suis dit tiens, peut-être qu'il va être, tu vois, dans un match Buffalo, ils vont être dominés, il va devoir faire des passes, il aura peut-être le petit touchdown, machin. Mais qui me ramène 2,5 points sur 2 réceptions. Non, c'est sûr que c'est compliqué de faire confiance à cette équipe. Ouais, ça fait trop tourner, mais pas assez de volume, quoi. Les gars du front office, ils assurent grave en fantasy et leurs podcasts sont au top. Eh ben, merci beaucoup. Ils assurent peut-être un peu trop même. On apprécie, merci beaucoup. Je dois régler ça en playoff. Si t'y es, t'y es pas encore, je te rappelle. C'est clair. Il va truquer les matchs. C'est clair. Non, mais en plus, il faut que je batte Aptine et que je marque quand même des points parce qu'on a une règle du 6e qui doit marquer des points. Donc, je suis loin d'être en playoff. On va passer au match du dimanche avec Packers-Bears et Rodgers qui continue à être le propriétaire des lieux côté du Soldier Field. Propriétaire des lieux qui n'a pas fait un super match. C'est toujours un peu en galère. Mais par contre, on a vu l'apparition de AJ Dillon qui est rassurante. Moi, perso, j'avais dit que ça serait le running back pour le climat, quand le climat allait devenir un peu froid en décembre. Dillon allait se réveiller. Je sais pas si c'est le cas ou pas, mais en tout cas, dans ce match-là, il a eu 18 carries contre seulement 9 pour Jones. Et quand on sait la galère que Green, ça Dillon, ça fait 2 matchs qu'il est bon. C'est la deuxième saison de suite où c'est vraiment les 5-6 dernières semaines où il se réveille vraiment. Je pense que vraiment c'est un joueur à prendre pour la fin de saison s'il est dispo dans certaines ligues, et ça doit être le cas vu comme il a déçu. Après, je me projette déjà sur la saison prochaine, mais c'est pas un joueur sur qui j'investirais trop haut. Je pensais que cette saison il prendrait le dessus sur Aaron Jones et qu'Aaron Jones aurait un rôle un peu plus hybride coureur-receveur, comme peut l'avoir CMC à côté d'un vrai gros coureur chez les Niners. Mais non, je pense que Dillon peut faire une bonne fin de saison, mais je ne parierais pas sur lui pour l'avenir. Comme disait Zinku dans les commentaires, c'est Aaron Jones qui était blessé, qui n'a pas joué tous les snaps. Il a joué que 38% des snaps cette semaine. Donc, aussi pour ça qu'on a vu beaucoup de AJ Dillon. Donc, ça aide, on va dire. Mais ouais, au moins Dillon qui nous fait un bon match, quoi. Parce qu'il avait eu des matchs, Dillon, avec des bonnes opportunités et il faisait rien. Là, au moins, il a eu l'opportunité, il l'a saisi, ce qui est plutôt bien. Et après, c'est pas le seul jeune joueur qui a fait un énorme match. Et Watson, ouais, Watson, incroyable. Franchement, lui, il est en train d'arriver et de dire coucou, c'est moi, quoi. Là, c'est quoi? C'est 8 touchdowns sur les
8 touchdowns sur ses 4 derniers matchs, je crois. 4 derniers, ouais. 4 ou 5, je sais plus. Ouais, enfin, c'est assez monstrueux. 4 derniers, ouais. 4, ouais, incroyable. Je pense que les gens vont être trop sur lui la saison prochaine. Dans les drafts fantasy, je le trouve très TD dépendant pour une équipe qui va présenter pas mal de cibles. Moi, je suis pas convaincu que ce soit vraiment the big receiver. Je sais et pas. puis son éclosion, elle est liée aussi à l'absence de Romeo Doubs. On faudra voir quand les deux seront vraiment sur le terrain. Mais en tout cas, pour l'instant, ouais, t'as raison, Jérôme, c'est vraiment... c'est vraiment touchdown dépendant. Là, il est à 22 points, il en a 12 qui sont sur son touchdown et on peut limite dire 13. Je sais pas si c'est du half ou si c'est du PPR là, ou si c'est du PPR sur les c'est demi-PPR, ouais. C'est demi. Ouais, donc tu es à 12,5 au moins rien que sur la réception et les 2 touchdowns. Ouais. Donc c'est vrai que oui. Non, mais il y a peu de volume en fait. C'est vraiment que des big plays. Là, tu vois 4 ballons, 100 yards et 2 touchdowns. Il y avait eu une semaine aussi où il avait 3 touchdowns sur 8 réceptions. Et c'est surtout c'était des énormes plays en troisième tentative et longue où tu t'attendais juste des fois à ce qu'ils prennent, ou alors qu'ils prennent un yard et au final ils partaient pour le touchdown. Là, quand tu vois le end-around, c'est quand même monstrueux. Enfin, la vitesse qu'il arrive à choper une fois qu'il a fini de faire son tour. En fait, c'est normal qu'il n'ait pas besoin de volume, quoi. Le mec, il a besoin d'une course et il fume. Non, mais c'est ça. C'est ça. Donc, de deux choses l'une, soit avec un peu plus de volume, il va être absolument monstrueux, soit il va avoir plus de mal parce que c'est pas totalement pérenne, quoi, comme style de production. En tout cas, moi, c'est quelqu'un que je démarre sur chaque match qui arrive. Je l'ai dans une des équipes et pourtant, c'est une ligue à 8, tu vois, donc c'est pas non plus une ligue c'est une ligue où tu as de la profondeur. Et c'est un de mes joueurs où j'hésiterais pas à le démarrer chaque match, en fait, jusqu'à temps qu'il me fasse une dinguerie, quoi. Mais, un mauvais match, ouais, mais après, je me dirais, c'est tellement boomer bust qu'il faut que je le mette le match suivant, quoi qu'il arrive. C'est plus s'il me fait 3 matchs de bons de suite que je vais me dire, oula, enfin 2 en l'occurrence. Mais ouais. Côté Chicago, on a le retour de Justin Fields qui a de nouveau fait un bon match sans avoir besoin de briller, simplement grâce à sa qualité au sol. Par contre, côté passeur, globalement, on fait confiance à personne, surtout que Claypool a été blessé. Je sais pas si... Peut-être Kmet, quand on connaît les Titans, la difficulté d'avoir un bon Titan, mais je sais pas si quelqu'un, si vous avez confiance en quelqu'un dans cette équipe. Bah, peut-être Equanimus St. Brown qui fait pas des chiffres horribles. Ouais. Je sais plus combien il a fait cette semaine, mais je c'est écrit sur l'affiche. Ouvre les yeux. Ah ouais, d'accord. 10 points sur. Là, c'est que je cherchais un nom très très long. Et en fait, il était tellement condensé que je le voyais pas dépasser. E.st. Mais du coup, je trouve qu'il est ultra intéressant. En plus, si vous avez des ligues où vous me donnez des points pour les retours, pour les kick retours ou punt return, il est intéressant vu qu'il est aussi mobilisé sur ce genre de jeu. Donc j'ai l'impression que lui, il a déjà sa connexion avec Fields. Après, tenter le pari Claypool, ça peut être intéressant. C'est un joueur de talent. Ça aurait été mieux si Mooney était toujours là. Il aurait eu moins de monde sur le dos. Mais ouais, globalement, de toute façon, dans cette équipe, on ne voit pas la réception, quoi. Ouais. Je crois que Claypool s'est blessé. Ah, mais il peut jouer. Attends, je crois qu'il est dispo quand même. Quand ça ah non, bah j'ai pas le... Ouais, j'ai pas l'ai pas vu à 14, mais ouais. Moi, le receveur, c'est N'Keal Harry. Si je dois aller chercher un receveur de Chicago, ce serait plutôt lui. Parce qu'en fait, de ce que je vois de St. Brown, ça me fera pas gagner des matchs. Ce que je vois de Claypool, j'ai l'impression que ça me fera pas gagner des matchs. Mais j'ai l'impression que N'Keal Harry, c'est justement le même délire que Watson en mode boomer bust qui peut te faire 3 réceptions à 50 yards. Et je me dis, si j'ai quelqu'un à tenter côté Chicago, j'irai plus tenter N'Keal Harry. Tout ça pour te dire que j'irai chercher personne à Chicago. Et si jamais, j'irai chercher N'Keal Harry, quoi. Et je m'appuierai pas trop non plus sur Montgomery. Désolé, je vas-y. Passer. Juste en un mot, je m'appuierai pas trop sur Montgomery parce que Khalil Herbert est censé revenir après la bye week, je crois, week 15. Donc c'est possible qu'il soit remobilisé ou en tout cas que ça creuse un peu dans le volume de Montgomery. Et quand on voit tout ce que Fields prend déjà au sol, même si les plays sont pas forcément dessinés pour lui, c'est beaucoup de l'impro, il fait quand même vachement avancer les lignes comme ça. Et ouais, vu le calendrier, je partirais pas sur Montgomery League Winner, quoi. Non, clairement pas. Déjà tout seul, il n'arrive pas trop à faire des stats exceptionnelles. Alors en plus avec Herbert, ça va être compliqué.
Pittsburgh contre Atlanta. Une victoire de Pittsburgh avec un match, un match plutôt pas mal du kicker, mais de Najee Harris qui n'a pas fait un match absolument exceptionnel parce qu'il n'a pas eu de touchdown, mais c'est quand même mieux que ce qu'on a vu le reste de cette saison, pratiquement 100 yards, 17 carries. En tout cas, les Jaylen Warren et Benny Snell, ils sont pas en train de lui prendre du volume comme on pouvait le craindre à un certain moment. J'ai trouvé ça plutôt rassurant perso. Il manquait juste un touchdown pour faire une bonne perf. Côté Atlanta, on vient d'apprendre qu'il y aura un changement de QB. Mariota va être benché au profit du rookie, dont le nom m'échappe parce qu'on parlait de Desmond Ridder. Ouais, merci, Desmond Ridder. Et c'est donc pas cette semaine, mais la semaine prochaine, puisqu'ils sont en bye cette semaine. Donc, est-ce que ça aura un impact sur Drake London? On ne sait pas encore. Positif, négatif, on n'est pas sûr. Là, quand tu vois que Drake London prend plus de la moitié des yards à la passe de Mariota, moi je m'attends à ce que ce soit un impact plutôt négatif sur Drake London. Ouais, a priori, sauf si c'est un QB qui va faire 45 passes et qui change le système de jeu. Mais s'il reste sur le même système de jeu à faire peu de passes, je suis pas sûr que ça sera aussi efficace. Ouais, ça n'a pas l'air d'être la philosophie d'Arthur Smith de faire des passes. Clairement pas. Après, London fait un bon match, mais jusque-là, ça avait été compliqué pour lui avec Mariota. Je pense que ça peut être que mieux. Là, le chiffre de cette semaine est bon, mais Reader, c'est forcément une meilleure nouvelle que Mariota. Surtout pour Zacchaeus. Ouais. Les deux kickers sont en tête de leurs équipes dans ce match. Donc pour moi, ça veut dire que c'était pas un match très intéressant. On va passer à celui d'après. Jets Vikings, avec une victoire des Vikings, mais ça a failli se retourner pour les Jets aussi. Ils jouaient au dernier moment. Le mec à noter, c'était Zonovan Knight qui remplaçait Michael Carter en RB1. Et on a enfin vu une perf de RB1, un vrai RB1 avec 15 carries pour les Jets. Comme on commençait à le voir avec Breece Hall juste avant qu'il se blesse. Et ça peut être pas mal pour finir la saison. Ça dépend un peu quand est-ce que Michael Carter reviendra, s'il revient dès cette semaine ou pas. Mais en tout cas, ça peut être un joueur, si jamais il est passé au travers des filets la semaine dernière, quelqu'un à ajouter pour cette semaine. Ouais. Ça joue qui les Jets déjà cette semaine? J'ai un petit doute. Je crois que ça joue les Bills. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a les Bills. Le calendrier ici. Ouais, Jets Bills. Je crois qu'il y a 6 ou 7 matchs de division pour la semaine 14, donc ça va être assez sympa à voir. Ouais. La semaine des rivalités. Ouais, je sais pas Zonovan Knight contre les Bills, mais en soi, les Bills ils font peur sur le papier, mais après, en vrai, c'est pas non plus une défense. Ouais, ils ont eu des hauts et des bas, et puis ils ont plus Van Miller. Ouais. Donc, à voir. Mais ouais, non, c'est cool de voir Zonovan Knight. Je pense que, moi personnellement, quand ils ont tradé pour James Robinson, je m'attendais à des stats comme ça pour James Robinson. C'est un peu dommage. C'est étonnant d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé avec James Robinson? Parce que j'ai pas vu, il s'est pas blessé, j'ai pas vu une perf particulièrement mauvaise. Et tout d'un coup, il a été inactif sans être blessé. Justement, le jour où Michael Carter s'est blessé. Et puis la semaine dernière, il a quasiment pas joué non plus. Donc, est-ce que vous savez ce qui s'est passé avec James Robinson? Il était juste franchement, aucune idée. Franchement, moi je trouve ça très étonnant personnellement, parce que tu trades pour lui au moment où tu en as besoin avec Breece Hall. Tu te dis qu'il y a un petit moment pour l'adapter. Tu as eu la bye week en semaine 10. Je crois que c'était une semaine après qu'il arrive. Et tu peux te dire, ok, très bien. Après, tu joues New England, Chicago, Minnesota. C'est pas non plus les matchs les plus. À part New England qui est quand même pas assez dur, je trouve, en retour de bye week, mais. Derrière, tu as Chicago et comme tu disais, inactif. Franchement, je comprends pas la gestion. Ouais, c'était étonnant. C'était étonnant parce que, en tout cas, Jacksonville, il joue plutôt bien encore cette année, malgré son retour de blessure. Au début de l'année, en tout cas. Et je pensais qu'il aurait quelque chose à apporter aux Jets, justement, dans ce rôle-là, avec un peu de vitesse, un peu de puissance. Et ils lui ont pas trop fait confiance. Après, il n'aura pas coûté très cher. Non, c'est sûr. Ouais. Mais quand tu regardes les projections sur Sleeper, le mec, il est monté jusqu'à 14 points à un moment. Et là, pour la semaine prochaine, il est à 1. C'est une chute énorme quand même, je trouve. C'est clair. Rien que sans regarder les stats, mais juste en regardant ça, c'est très étonnant. Et Garrett Wilson, WR1 à chaque fois que c'est pas Zach Wilson le QB. Enfin, je dis WR1, j'ai pas. Non, je suis sûr de mon fait, mais en tout cas, dans le tier 1, exactement. Qui fait des super stats à chaque fois que. Et sans touchdown en plus. Il a le volume. Ouais. Là, lui, il a le volume. Là, il a eu 15 targets dans ce match. C'est pas marqué, mais 15 targets, 8 réceptions, 160 yards.
Donc 20 yards par réception, c'est énorme. Vraie connexion avec Mike White, hein, même si je suis pas sûr que White soit leur QB du futur. Je pense que mais il joue bien. Hein. Ouais, là pour la fin de saison, par exemple, s'il est dispo dans vos ligues, allez-y. Hein. Franchement, bon, pas là. Il y a 2-3 ligues Superflex où je l'ai ajouté. Et il peut tout à fait s'avérer utile. Hein. Ne serait-ce que pour bloquer un autre gars qui est en galère, qui avait Lamar Jackson par exemple, qui se dit tiens, Mike White. Mais Garrett Wilson, vraiment du matériel de receveur numéro 1 l'année prochaine. Curieux de voir où est-ce qu'il va être drafté en moyenne dans les ligues l'année prochaine en fait. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai que était favorable à un passing game des Jets, ça c'est vrai, et justement parce que Minnesota a été en avance tout le match, et du coup Dalvin Cook répond présent dans ces scénarios-là. Comme d'hab. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir la production de Mattison alors que Cook produit son match. On a quasiment 10 points de Mattison sans bobo de Dalvin Cook. Ouais, c'était sur un touchdown essentiellement. C'était sur un touchdown, ouais, c'est vrai. Touchdown où il a pris tout le monde de vitesse. Ouais. Beau touchdown d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il peut toujours avoir cette valeur-là. Il est toujours capable, parfois il l'utilise sur la goal line aussi. Donc c'est sûr que Mattison, c'est un joueur qu'il faut avoir, mais je suis pas sûr que tu peux le starter tant que Dalvin Cook n'est pas blessé. Ouais, à moins d'être vraiment en galère. Ouais, c'est pas faux. On a une ligue dynastie où on a 5, 6, 7, 8 joueurs en tout, flex. Donc potentiellement 5 running back, et j'ai Mattison et je le fais jamais jouer. Malgré cette profondeur, parce que tu sais jamais quand il va marquer le touchdown. Alors, un qui marque toujours son touchdown, c'est notre ami Jamal Williams, qui lui est le roi de la goal line cette année. Combien de touchdowns il a ? 11, 12 ? 14 14, ouais, 14. Ouais, je crois qu'il a 14. Ouais. Donc, grosse victoire des Lions. Et les Lions, ils sont vraiment intéressants en fantasy. Parce que quand ça déroule, ça déroule. Là, on a Saint Brown. Est-ce que c'est toi qui l'as déjà dans notre ligue, non ? Oui, exactement. Ouais, très content de savoir que ce sera un keeper pour l'année prochaine. Ouais. il a 8 touchdowns, pour revenir sur Jamal Williams, 8 touchdowns de 1 yard. Donc vraiment le roi de la goal line cette saison. Donc ouais, Saint Brown qui continue sur son rythme effréné, et on a vu le retour, même s'il a pratiquement pas joué, le retour de Jameson Williams. Il y en a trop des J. Williams, je m'en fous. Jameson Williams qui fait son retour. Quand je vois à quel point ils ont attendu longtemps pour refaire jouer Swift quand il revenait de blessure, alors qu'il avait l'air d'être frais et tout, et 4-5 matchs avant de commencer à avoir un volume à peu près convenable, je suis pas sûr que Jameson Williams, vu le nombre de receveurs qu'ils ont actuellement qui jouent bien, est-ce qu'ils ont intérêt à le faire jouer et risquer quoi que ce soit avec lui, à le faire jouer à un point où il devient relevant en fantasy en tout cas? Non, je pense pas. Ouais. Je pense qu'à un nombre de snaps limité pour l'habitué à la NFL, les vrais corners, et à créer de la séparation, je pense que c'est intéressant. Et pour que l'année prochaine, justement, il n'ait pas cette adaptation à faire, et qu'il arrive directement à côté d'Amon-Ra St. Brown, ou plutôt de Ast, comme il y a écrit sur le graphique. A.ST. Mais ouais, être à côté de lui, et là, d'un coup, tu as 2 receveurs vraiment très très bons. Et en plus de ça, DJ Chark, on a vu sur ce match-là, qui est capable de faire des trucs, quoi. DJ Chark qui fait le boulot, hein. À chaque fois. Il y a des petits joueurs comme ça, lui, Zay Jones, on parlera peut-être après, mais qui sont des receveurs. Tu commences la saison, c'est les receveurs 3 de leur équipe. Et puis, tu regardes le classement sur la saison, tu te rends compte qu'ils sont receveurs 30, receveurs 35. Tu te dis, quand même. Et DeAndre Swift qui a repris le lead sur ce match-là du côté des Lions, réellement. Et parce que 14 portées, c'est beaucoup, mais c'est surtout 4 réceptions et 49 yards. Il a mis aussi son rushing touchdown, et on a senti une libération quand il l'a mis. Et ça, c'est cool quand même. C'est cool de voir ce joueur-là revenir, parce que déjà la saison dernière, son retour de blessure était difficile, et là cette année, ils ont vraiment pris énormément de temps pour le faire revenir. C'est clair. Et c'est bien de le. Swift, il cartonne, et simplement il se blesse beaucoup, et il est dans une équipe qui gagne pas énormément de matchs, et donc ils n'ont pas besoin de le faire jouer. Et j'attends simplement qu'ils aient une équipe plus. Voilà, qui se bat un peu plus, un peu mieux défensivement, qui se bat un peu plus pour gagner des matchs, et qui a besoin de lui vraiment. C'est un peu comme le Joe Mixon au début de sa carrière. Il y avait eu 3-4 saisons, peut-être 3, je ne sais plus exactement combien, mais où à chaque fois il y avait un truc qui allait pas, une petite blessure, un truc, et puis l'équipe était pas bonne, donc il n'y avait jamais les bons scénarios, etc.
Et puis tout d'un coup, ils ont eu une bonne team, et là, il a explosé. Et je pense que Swift, ça peut être un candidat pour ça aussi. Ouais. Et Zay Jones, encore un receveur qui est dans mon équipe, qui sert à rien à chaque fois que je fais jouer, mais qui fait une bonne saison, effectivement. Mais côté Jacksonville, là, dans ce match, c'était plus Kirk qui a eu le volume à la réception, Engram qui a eu son touchdown. Mais globalement, un match très décevant pour les Jacksonville Jaguars qui ont été assez irréguliers cette année. C'est difficile aussi de leur faire confiance. Il y a des matchs où tu dis, ça y est, ça commence à prendre, la mayonnaise prend et tout. Puis le match d'après, il se passe rien. Travis début de saison. était mauvais. Ouais, début de saison, moi j'y croyais. Ouais, quand ils ont battu les Chargers, je pense qu'on y croyait à peu près tous. Hein, et après, plus rien. Mais pas plus loin que ça. Hein. On y croyait déjà la semaine dernière quand ils battent les Ravens. On se dit, ok, ils sont là, et là, ils prennent une défaite de 26 points contre les Lions. Enfin, cette équipe, elle est très dure à lire. Et tu as parlé des Chargers, Alex, qu'ils ont joué en début de saison. C'est un peu les Chargers du pauvre. C'est des blessures, un quarterback à la belle chevelure qui lance dans tous les sens, et finalement des résultats un peu en dents de scie. Je sais pas trop ce qui manque à cette équipe. J'ai l'impression qu'il y a des bons joueurs un peu partout, mais ça veut pas totalement prendre. Il va pas falloir gâcher le talent de Trevor Lawrence trop longtemps, quoi. En tout cas, il va manquer Trevor Lawrence normalement la semaine prochaine contre les Titans. Et ça sent de ce que j'avais lu, ça partait mal pour qu'il joue cette semaine. Donc sans un Trevor Lawrence dans cette équipe, qui est le backup, tu vois, je sais pas. Je n'en ai aucune idée. Je vais regarder vite. CJ Beathard. Mais non. Et si. Et croyez-moi, contre le backfield défensif des Titans, contre le backfield des Titans, ça peut suffire. Ouais, je trouve que ça manque de leader dans cette équipe. Tu demandais ce qui manquait. Je trouve que vraiment, j'ai l'impression que ça manque de vrais leaders charismatiques, on va dire. T'as du leader un peu technique, en quelque sorte, comme on peut dire au soccer. Mais je trouve que ça manque de celui qui va mettre un peu de la voix quand, tu vois, là, ils sont en train de perdre et t'avais pas l'impression qu'il y avait une révolte énorme. Ils sont tous très jeunes, Ouais, voilà, c'est ça. Et je trouve que ça manque d'un mec qui arrive et qui dit, ok, moi j'ai 32 ans, j'ai pas envie de gâcher mes 3 dernières années avec des guignols. On se réveille, quoi. Faut faire venir Brandon Cooks. C'est possible qu'il aille là-bas l'année prochaine. Hein. Tout ce qu'il donne comme argent, c'est ce qui l'intéresse. Ok, Titans contre Eagles. Alors, très très bon match du passing game des Eagles avec Hurts qui a été exceptionnel. 2 touchdowns pour AJ Brown et 1 pour Devonta Smith. Plus de 100 yards à la réception pour chacun. Donc match très solide. Grâce à quoi Miles Sanders a eu un petit touchdown qui a sauvé sa journée. Mais depuis 2-3 semaines, on le disait, surtout Aptin le dit, Sanders est très dépendant du script du match. Et souvent, quand il marque des points, c'est en fin de match, quand les Eagles mènent. À chaque fois que le match est serré, Sanders disparaît un petit peu. Donc c'est pareil, un petit bémol sur la perf de Sanders. Faites attention au match-up dans les prochaines semaines, surtout les fois où ils vont devoir jouer contre les Cowboys en particulier. Et avant de vous donner la parole, côté Titans, un super touchdown de Burks, mais qui est sorti sur commotion, sur le touchdown justement, et qui risque de rater la semaine de nouveau. Ce qui est triste parce que je le voyais un peu monter en puissance pour justement cette fin de saison, être un candidat peut-être pas à faire une Amon-Ra St. Brown de 2021, mais en tout cas à marquer des points. Parce que Derrick Henry commence à donner des signes de fatigue, je trouve, depuis quelques matchs. Alors, il a eu des bonnes perfs depuis 5 matchs, mais globalement, c'est pas le même Derrick Henry que les saisons d'avant ou même qu'au début de la saison. J'en parlais lors du débrief de notre semaine 12 avec Jérôme. Si tu lui retirais, après, c'est toujours facile de dire si tu lui retires son plus grand play, mais au final, si tu lui retirais ses 70 yards la semaine dernière qu'il fait, et au final, il fumble la balle en plus. Mais si tu lui retirais ça, il faisait vraiment pas grand-chose. Là, cette semaine, 11 pour 30, c'est... Donc c'est ça. Et puis week 10 contre Denver, pareil, match difficile. Donc sur les 4 dernières semaines, tu as vraiment 3 performances très médiocres. Ouais, après, tu as un planning qui arrive et qui est assez facile pour Derrick Henry sur la fin de la saison. Tu as Houston, donc il va pouvoir faire 350 yards pour se rattraper de tous les yards qu'il n'a pas fait là. Fantasy. Ouais, voilà, ça va faire mal ça. Ouais. Pour revenir sur Treylon Burks,
Alors sportivement, c'est dommage qu'il soit stoppé dans son ascension par la commotion. Après, je pense que c'est quand même pas mal de souligner le fait que la Ligue fait plus attention depuis Tua. Maintenant, on l'a vu avec Mixon qui a loupé du coup une semaine au lieu de pouvoir revenir. Là, maintenant, t'es mis 2 semaines sur le côté quand t'es commotionné. Et voilà, bon, c'est pas de la fantaisie, mais du coup, pour l'intégrité des joueurs, je trouve ça c'est bien. beaucoup mieux pour leur longévité. Ouais. Bah, moi, je m'étais toujours posé la question, justement. Je me rappelle que en basket, à l'époque, quand je faisais fantasy basket, j'avais des mecs comme, je me rappelle une fois Vucevic, le mec avait raté genre 2 semaines et demie pour une commotion, et je me disais, mais c'est pas possible, le gars, ça fait 2 semaines et demie en plus en basket, c'est genre 10 matchs. Mais putain, mais le mec, il revient quand d'une commotion en NFL? Les gars, ils ont une commotion, 4 jours après, ils jouent, quoi. Ils ont perdu la tête. Hein. C'est ça. Donc ouais, c'est pas une mauvaise chose que la NFL commence à prendre un petit peu plus au sérieux les protocoles. Mais du coup, ouais, pour la fantasy, c'est presque dangereux parce qu'effectivement, tu as un mec, Burks, il avait l'air un petit peu sonné, mais il s'est relevé. Ouais. Et tu dis, bon, bah, le mec direct ruled out, genre, il pourra plus jouer. Et en fait, tu as des gars qui sortent sur blessure très tôt dans les matchs, sur des commotions où tu disais, putain, mais genre, si ça va commencer à arriver de plus en plus souvent, il va y avoir plein de fois où tu startes un mec qui fait point et qui sort direct alors qu'il est juste. Bah après, ça modifiera peut-être notre approche de la fantasy. Nous, on avait évoqué plusieurs fois avec Alex, comme ça, dans des discussions en aparté, le fait de mettre éventuellement des jokers. Tu vois, un peu un système de remplaçant. Parce que c'est vrai que quand tu startes un mec en fantasy qui se pète, tu mets ton running back, deuxième play, il se tord le genou en torse, tu le revois plus. Bon, on joue quand même en fantasy un peu pour se faire kiffer, pour se faire plaisir. Et des fois, ce jeu peut vite devenir frustrant si la moitié de ton équipe se pète avant la mi-temps. Donc, ouais, peut-être que ça va devenir assez classique, assez basique de se mettre un joker ou des remplaçants en fantasy pour éviter justement ces commotions. Il dit ça parce qu'il n'est pas comiche. S'il était comiche, il proposerait pas ce genre de règles. C'est trop chiant à mettre en place. Ouais. Y a le baseball qui existe où tu fais que drafter et ensuite automatiquement tes meilleurs joueurs sont titulaires. Mais souvent, c'est juste la draft et puis du coup, tu gardes l'équipe toute l'année. Mais ensuite, je pense que de plus en plus, ce qu'on va voir, c'est des baseball hybrides. Ouais. Où en fait, tu fais. Tu as le mode baseball pendant la semaine, quoi, où du coup, c'est tes meilleurs joueurs qui ont la beauté du truc. Mais au moins pour les blessures, c'est vrai que c'est pas mal. Faudrait avoir un bonus blessure. Si le mec se blesse avant la mi-temps et qu'un autre fait une meilleure perf, là, tu as le droit de, tu vois, automatiquement remplacer un truc comme ça. Ouais. Faudrait voir. Ouais. Ça pourrait être cool. Attendez, je vais juste ouvrir ma porte parce que je crois que mon Wi-Fi est tiède. C'est notre moment. On fait notre pub. Exactement. Hâte le front office sur Twitter, surtout, n'hésitez pas. J'espère que ça marchera un peu mieux. Et si jamais ça coupe, n'hésitez pas à continuer. Je vais passer au match d'après. Browns-Houston, avec le retour de notre ami Deshaun Watson, qui n'a pas été très concluant, un peu très rusty, comme on dit, mais qui a été porté par sa défense, qui fait la plus belle performance défensive de l'année en fantasy. Il était là, Deshaun Watson. Et Peoples-Jones qui marque un touchdown sur un retour de punt. Ouais. Ouais, bah pour ceux qui ont pareil des points pour les retourneurs de punt, Peoples-Jones, déjà pour moi, c'était un joueur qu'il fallait prendre il y a 4-5 semaines. Parce que bon volume de target pour le passing game des Browns. Il est ultra efficace en 1 contre 1. Et là, avec Watson, il était censé retrouver un meilleur passeur que Brissett. Ça se voit pas encore, mais on espère pour les fans des Browns que ça se verra. Mais ouais, si vous avez des points sur les retours de punt, là, voir qu'il en prend comme ça et qu'il est capable de marquer dessus, c'est ultra valuable. Et on en parlait avec Jérôme encore en off
au moment un peu de 3 semaines avant le retour de Watson, et je lui avais dit, moi, Peoples-Jones, c'est le mec que je vais aller chercher. Je crois que je venais de trade justement à Mari Cooper dans la Ligue des Ballers, et je m'étais dit, Peoples-Jones pourrait être très intéressant à la place, parce qu'on ne sait pas la relation que peut avoir Deshaun Watson avec ses nouveaux receveurs, donc je trouvais ça pas mal de tenter le coup Peoples-Jones. Ouais, totalement. Ouais. C'est un receveur que j'aime bien, que j'ai dans quelques ligues, et surtout avec le retour de Watson, techniquement, ça peut augmenter un peu sa qualité de réception. Ouais. Après, côté Houston, je viens de voir que... Pardon, vas-y. Non, t'inquiète, j'allais juste dire, Watson, là, du coup, avec le script du match, il n'a pas eu à lancer beaucoup non plus. C'était, disons que tomber sur Houston, c'est le match parfait de reprise, vu que cette année, tout le monde marche sur les Texans. Donc, ouais. On voit que même Nick Chubb, il n'a pas eu grand-chose à faire. Enfin, dès qu'il met pas de TD, il perd 90% de sa valeur en fantasy. Mais... Ouais, forcément. Hein. Pas utilisé à la passe, donc c'est très TD dépendant. Ouais. Et donc, ouais, donc j'allais dire côté Houston, j'ai vu que Brandon Cooks allait rater le match de nouveau. Donc, un autre receveur un peu sympa qui marque des points sans faire trop parler de lui, c'est Nico Collins. Même si je suis un peu plus circonspect que je l'aurais été il y a 3-4 semaines, parce que lui aussi est très touchdown dépendant. Mais bon. Il est très si vous êtes en galère aussi. ouais. Mais quoique, je suis pas sûr que Kyle Allen soit tellement plus mauvais que... Non, mais les deux sont excessivement mauvais. Je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui ont des remplaçants qui sont même meilleurs que ces deux-là. Donc... ouais. Ensuite, on a eu un Washington-New York. On a été servi par un long overtime qui n'en finissait plus. 20 partout à la fin. Décevant pour moi en tant que fan de New York, parce que je pense qu'on pouvait gagner ce match. Mais côté fantasy, c'est toujours un peu, ça passe toujours par les mêmes. De toute façon, côté New York, c'est Daniel Jones avec ses yards à la course, Saquon Barkley, et ensuite un ou deux receveurs qui, une fois de temps en temps, sortent un petit peu du lot, mais sur lesquels on peut pas vraiment compter. Et la seule bonne nouvelle, c'est le retour de Daniel Bellinger et globalement quelques retours de blessures côté New York qui peuvent peut-être nous aider à devenir un peu plus... à retrouver un petit peu le niveau du début de saison, même si c'est difficile contre les adversaires de NFC East. Et côté Washington, la bonne perf, une fois de plus, de Brian Robinson, qui est vraiment le lead back quand il est là. 21 carries, 100 yards, 12 points fantasy, 100 touchdowns, ça c'est solide. Et du rookie Dodson, qui d'ailleurs est responsable de l'overtime sur une belle action individuelle. Et sinon, c'est depuis qu'il y a Heineke, c'est McLaurin est complètement ressuscité. Donc McLaurin, si vous l'aviez au début de l'année, vous regardez, j'espère que vous êtes satisfait. Je ne sais pas si vous l'avez dans une de vos équipes, mais moi je l'ai nulle part. Non, mais en tout cas, il fait des bons scores. Hein. Ouais, nulle part. En fait, quand tu voyais Carson Wentz au début de saison, tu pouvais pas trop prendre le pari McLaurin. Il fallait espérer qu'il se fasse cutter ou le trader pour pas grand chose. Et du coup, j'avais même pas d'assets trop nuls pour vouloir trader pour McLaurin, quoi. Parce que rien que le nom, McLaurin, ça vaut quelque chose. Ouais, il coûte cher. Donc tu pouvais pas le. C'est ça. Tu pouvais le trader pour un. C'est Allen Robinson peut-être pendant un moment, mais il a été nul aussi très rapidement. Même, je suis pas sûr. Ouais. Donc compliqué. Mais là, pour ceux qui l'ont gardé, profitez bien. Ouais, il revient complètement aux affaires avec Heineke, et en tout cas, ça va être intéressant de voir parce que toutes ces équipes-là, je sais que toute la NFC East doit se jouer plus ou moins 2-3 fois en fin de saison. Et justement, pour le duo Heineke-McLaurin, il me semble qu'ils doivent jouer encore les Giants. Ouais, juste après la une autre équipe dont la défense est à peu près... Est-ce qu'ils vont rejouer les Eagles ? Ouais, alors je crois qu'ils ont... Attends, je regarde vite fait. Ils ont San Francisco, les Giants et Cleveland pour les playoffs fantasy. Donc c'est pas exceptionnel, c'est pas des défenses ultra simples, mais c'est pas des défenses lockdown non plus, quoi. Ouais, San Francisco, c'est compliqué à manœuvrer quand même. Ouais, mais le receveur 1, j'ai l'impression qu'il peut faire quelque chose. Ouais. Ok. Barkley, t'en penses quoi, Jay ? Écoute, je l'ai pris dans toutes les ligues où je suis, c'est simple. Ouais. J'y croyais très très fort au début de la saison, je suis plus que ravi. Je pense qu'il pourrait être même encore un peu mieux utilisé. Alors, je suis pas offensif coach NFL, mais
mais j'ai l'impression que parfois certaines de ses courses sont assez faciles à prévoir. Avec le petit recul que j'ai quand même sur les matchs, c'est vrai que quand je vois jouer les Giants, je trouve le jeu assez stéréotypé et il y a souvent besoin d'un Daniel Jones qui sort un rush un peu inattendu pour créer un peu de désordre. Pour prolonger le drive, créer un truc. Ouais. Ouais. C'est moins stéréotypé que l'an dernier, ça c'est sûr, Ouais. mais, Oui. mais ça reste assez basique parce que il nous manque 3 joueurs sur 5 dans la ligne offensive. Il manque quasiment tous les receveurs qu'on avait en début d'année, soit parce qu'ils sont nuls comme Golladay, soit parce qu'ils sont partis ou blessés. Après, il y a du matériel quand même. Hein. Moi, Slayton, j'apprécie vraiment ce qu'il fait. Ouais. Je trouve qu'avec le peu de menaces qu'il y a autour de lui, il arrive quand même à créer des belles démarcations avec les défenseurs. Bellinger, moi, je suis fan de la première heure. Ouais. Je trouve vraiment qu'il y a du potentiel très grand tight end là-dedans. Et Hodgins, que je découvre là depuis 2-3 semaines, que j'ai trouvé assez intéressant. Mais ouais, j'en ai parlé dans notre podcast. Je pense que malheureusement, en NFC, ça va être un peu court pour vous quand on voit le calendrier. Je suis un peu inquiet pour les Giants pour aller en playoff. Ouais, je pense qu'on est les favoris à se faire sortir parmi les 4 en NFC East. Ouais. Parce que là, c'est Eagles cette semaine. Revanche contre les Commanders en retour de bye week. Et après, Minnesota. Il n'y a que 17 Indiana où et ensuite Philly pour finir. Et re-Philly. Donc vous avez encore à jouer 2 fois Philly. Sachant que Philly, j'espérais que ce dernier match à Philly, ça serait contre les remplaçants. Mais si les Cowboys continuent à faire parler la poudre, les Vikings ils risquent voir les Vikings, ouais, ils risquent d'être obligés de faire jouer les titulaires même week 18. Aïe. Donc ouais, ça va être compliqué. Ouais, vous faites déjà jouer les remplaçants en week 13, donc. Nous, on faisait jouer les remplaçants en week 5. Ouais, ça aide pas. C'est bien, j'aime bien l'esprit en tout cas. C'est clair. Baltimore contre les Broncos. Les Broncos, peut-être certainement l'équipe la plus décevante de cette saison, selon vous? L'attaque la plus décevante. L'attaque la plus décevante. Ouais, c'est vrai que leur défense est exceptionnelle. Ça rend leur attaque encore plus décevante. Ouais, parce que vraiment leur défense elle est incroyable et je pense que s'ils avaient pris Geno Smith à la place de Russell Wilson, il serait exceptionnel cette année. C'est horrible de dire ça. C'est terrible. Ah ouais, mais en attendant, ce qui leur manque c'est un QB et il y en avait un meilleur, à Seattle à aller chercher pour moins cher. Après c'est très facile de dire ça maintenant, hein. Tu dis ça après avoir vu ce qui se passe. Mais voilà quoi, limite tu te demandes si avec Drew Lock et des premiers tours tu serais pas mieux qu'avec Russell Wilson. Moi je trouve ça triste parce que j'avais beaucoup d'espoir en Russell Wilson. On avait fait nos pré-season awards sur le front office et j'avais mis Russell Wilson en MVP avec Nathaniel Hackett en coach de l'année, donc tu vois je pouvais pas me tromper plus. C'était avant d'avoir vu un snap offensif, hein. Sinon en semaine 1 c'était terminé, mais je trouvais qu'il y avait toutes les armes pour que cette attaque fonctionne. Et en fait, il n'y a rien qui marche. Et c'est vrai que c'est extrêmement décevant. Et il y en a d'autres des attaques qui sont décevantes. Hein. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que eux je trouve qu'ils sont autant décevants que leur défense est bonne. Ouais, c'est ça. Et là, ils ont marqué 9 points sur 3 field goals de quasiment 50 yards à chaque fois. Donc, ça va vraiment. Ils ne sont jamais rapprochés, même. Ouais. Je ne suis même pas sûr qu'ils aient été beaucoup dans le terrain adverse. Et ils perdent du coup contre cette équipe de Baltimore parce qu'ils n'ont pas su se mettre à l'abri. L'équipe de Baltimore qui perd Lamar Jackson sur blessure très tôt dans le match. Tyler Huntley rentre, fait un bon match parce qu'on sait qu'il est capable de lui aussi rajouter des points à la course et être utile en tout cas en fantasy. Mais jusqu'au dernier drive, ils n'avaient pas marqué de touchdown et ils ont quand même réussi à en mettre un justement avec Huntley à la course pour terminer le travail et gagner 19 à la fin. Est-ce que Huntley, c'est quelqu'un que vous avez targeté cette semaine sur les waivers? Ouais. Moi, je l'ai pas targeté personnellement, mais par contre, j'aime beaucoup la construction d'effectifs des Ravens. Je trouve que d'avoir un quarterback remplaçant qui est moins des bon, caractéristiques similaires, mais qui a des caractéristiques similaires, qui peut te permettre de courir et d'avoir toujours cette unpredictability, d'arriver à surprendre tes équipes, tes adversaires. Je trouve ça vraiment bien. Donc chapeau
à cette équipe des Ravens. Mais non, j'ai pas été spécialement le chercher. Après, je pense que c'était une erreur de ma part, mais je pensais qu'il y allait avoir beaucoup plus de monde dessus sur les différentes ligues. Et je pensais que niveau Fab, ça valait pas le coup. C'était plus là-dessus. Ouais, j'avais demandé parmi les QB, parce que il y a Huntley, il y a aussi le rookie à San Francisco. Ouais, Brock Purdy. Entre ces deux-là, lequel, si vous êtes en super flex, vous avez besoin d'un QB, lequel des deux vous intéresse le plus? Je prends Purdy. Ouais. Ah ouais? Moi, j'étais plus Huntley. Alors, moi, je suis Huntley là-dessus. Je peux vous expliquer pourquoi je pense ça. C'est simplement les armes qu'il y a autour de lui. Déjà, Purdy, il se déplace quand même bien. Mais il va tellement pouvoir scorer dans des situations où il fait une passe 3 yards vers l'avant à CMC ou à Debo, et où les mecs derrière, ils courent 45 yards et ça finit en TD. Vu qu'il a en plus un peu de mobilité et qu'il peut se sortir de situations compliquées, qu'il a une ligne géniale, qu'il a des cibles variées, là, Huntley, en dehors de Mark Andrews, il a personne à qui lancer la balle. Il sait même pas qui est son coureur numéro 1. On le sait pas non plus. Personne ne le sait. Moi, je suis pas fan. J'ai parlé de Baltimore, je crois, il y a 2 semaines dans notre podcast. Et en fait, je trouve qu'ils sont... c'est bien parce qu'ils ont une vraie identité, mais ça les rend stéréotypés. Ils essayent de pousser le truc à fond. Mais s'il leur manque Lamar Jackson, finalement, tout s'écroule. Et c'est là où, pour une fois, je suis en désaccord avec Alex. Moi, je suis pas fan de l'idée d'avoir une doublure qui a le même profil, mais qui est juste moins bonne. Je pense que c'est pas mal aussi d'avoir une alternative qui t'apporte autre chose. Donc je dis pas totalement différent. Hein. J'ai pas non plus envie de voir un Mac Jones. Moi, les QB qui sont incapables de faire 2 pas en avant, ça me sort par les yeux. Mais ouais, pouvoir proposer quelque chose d'un peu varié, un peu différent. En fantasy, Huntley, c'est bien. Mais pour gagner des matchs là, dans la vraie vie, je suis moins convaincu. Ouais. Alors, à noter que l'année dernière, quand Huntley avait joué à la place de Lamar, Mark Andrews avait beaucoup bénéficié. C'est là qu'il avait fait vraiment ses meilleurs scores en fin de saison dernière. Et là, dans ce match, pas autant. Huntley a beaucoup utilisé les passes courtes vers Duvernay et Robinson aussi. Donc, ça va être intéressant de voir comment il aborde le prochain match. Mais en tout cas, Mark Andrews, l'année dernière, avait bien profité de Huntley aussi. Donc, affaire à suivre, comme on dit. Justement, tu parlais de Brock Purdy. Donc, parlons de San Francisco avec McCaffrey qui nous ressort une perf de RB1. Je crois qu'il finit RB1 pour la semaine. Et les 2 matchs où il n'y avait pas Eli Mitchell, il a été super bon. Donc, moi, ça me pousse à penser qu'ils n'ont pas trop d'alternatives. Avec Eli Mitchell, c'était un peu un split et ils se disaient on va pouvoir conserver un peu McCaffrey pour les matchs importants. Là, dans ce match-là, ils l'ont fait jouer à mort, avec un gros volume, 17 carries, 8 réceptions. Et moi qui ai McCaffrey un peu partout, ça m'arrange, mais j'ai toujours peur qu'il s'essouffle, quoi. Après, ils l'ont fait beaucoup jouer, je pense aussi parce qu'ils ont mal commencé le match. Ils ont pris un TD. Ouais, c'est ça, c'était un match un peu plus tight. Ouais. Dès le premier play, mais quand tu regardes les stats de Mason, moi je l'ai trouvé intéressant. Il n'a pas porté beaucoup le ballon, mais il a été efficace. Et de toute façon, j'ai envie de dire, avec Shanahan et cette ligne offensive, tu peux mettre n'importe lequel de nous trois, on fait avancer la balle. Pas moi. Mais je pense qu'ils sont capables d'utiliser Mason un petit peu plus et de pas envoyer McCaffrey dans un mur. Là, je pense que c'est plus de circonstances et que si Mason fait le boulot, il aura le rôle que devait avoir Elijah Mitchell. Donc toi, tu penses que c'est limite pour les managers de McCaffrey, c'est mieux que le San Francisco soit dans un match ultra serré pour le faire jouer et que dès qu'ils ont la main sur le match, ils le préservent, quoi. C'est un peu l'impression que j'ai aussi. Je trouve que c'est moins un running back de possession, même s'il est très doué. Il est élite dans la ligue. Mais ça sert vraiment à rien de juste pour écouler le chrono, lui faire ses courses en plein centre, en plein milieu de la défense. McCaffrey, il y a tellement des meilleures utilisations à faire de lui que je trouve ça bête. Et là, on le voit contre les Dolphins, qui sont quand même une équipe ultra intéressante depuis le début de la saison. Une fois qu'ils ont la main sur le match, ils peuvent se passer de lui. Enfin, quand je dis peuvent se passer de lui, en tout cas pour ses premières courses de tôt dans les drives, je pense que il va être intéressant quand tu as une 3e et 7, 3e et 8, que tu veux envoyer des fausses pistes.
Est-ce qu'il va courir? Est-ce qu'il va recevoir le ballon? Est-ce qu'on va utiliser Zibo? Mais très clairement, moi, je ne l'envoie pas dans des murs, quoi. Les Dolphins, à partir du moment où tu les stops, tu es tranquille parce que c'est tellement nul en défense que en fait, tu te prends un touchdown quasiment ou moins 3 points sur chaque drive, tu as l'impression. Donc, si tu arrives à faire 1 ou 2 stops à la suite, au final, tu es extrêmement bien et tu peux remonter rapidement un touchdown d'écart. Donc, c'est vrai que quand tu as un McCaffrey qui peut remonter, faire des actions en lui faisant juste un screen et derrière lui, il avance de 20 yards, c'est vrai que ça t'aide, mais tu n'as pas besoin de le faire courir pour rien dans un mur. Quelque chose à dire sur Miami? Peut-être sur la baisse de régime de Waddle? Vas-y, Alex. La baisse de régime de Waddle, elle est un peu liée à une blessure quand même. Il était out quasiment tous les plays intéressants du match et après, il n'y a pas eu trop d'intérêt à le faire revenir. Mais tu vois que tu as, dès qu'il a pas son duo de receveurs, c'est vraiment beaucoup plus dur. Alors, il a sur-targeté encore une fois Tyreek. Moi, j'ai été très surpris de la non-utilisation de Trent Sherfield sur le reste du match parce qu'il a fait son premier play où, même sans le touchdown, je trouve que sa course, elle est excellente juste avant de recevoir le ballon. Et je me dis, tu vois, tu fais ça pour récupérer 10 yards par-ci, par-là. Je trouvais ça dommage que ce ne soit pas plus utilisé. Donc ouais, c'est un peu dommage. Première défaite de Tua quand il fait tout son match entier. Et ouais, ça donne des inquiétudes. Moi, en tant que fan des Dolphins, là, tu vois, j'étais confiant sur le reste de la saison avant parce que je me dis, ok, tu vois, t'as tes 2 receveurs, t'as ton Tua qui est un game manager excellent et qui arrive à te faire la bonne passe au bon moment. Mais là, ça a été triste. Mais en plus de ça, t'avais l'impression que McDaniel, il n'avait pas envie de courir face aux Niners. Parce que Raheem Mostert, c'est 7 portées pour 30 yards et on voit même pas Jeff Wilson. Jeff Wilson, il a rien fait. Donc, c'est assez étonnant cette attaque. Déjà qu'on sait que la défense est cata, alors si l'attaque, elle n'arrive pas à suivre, c'est compliqué. Voilà mon avis. Et Waddle, du coup, sa petite blessure, ça donne quoi pour sa disponibilité? Normalement, cette semaine ça rejoue, parce qu'il a rejoué en fin de match. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Il pourra jouer. Faudra juste... C'est vrai que le backfield de Miami, il est pas ouf. Mais comment? Mais Waddle, ça devrait le faire. Okay. Moi, je comprends pas comment vous pouvez courir aussi peu avec les investissements que vous avez fait sur la O-line à l'intersaison. Genre, vraiment, ça me parce que déjà, on n'avait pas de left tackle. Comment il s'appelle? Armstead n'était pas dispo ce match-là, je crois. En tout cas, il est out la semaine prochaine. Donc, déjà, tu peux plus passer à gauche. Donc, c'est un peu plus compliqué. Mais je suis d'accord avec toi. Mais au final, tu vois, quand il y avait la ligne offensive complète, ça courait. Hein. Ça faisait beaucoup ça. Là, tu as un manque. Tu as un manque d'un receveur et tu as un manque d'une ligne. Et d'un coup, tu as l'impression qu'il n'y a plus rien qui va. Il n'y a pas de profondeur et il n'y a pas de défense. C'est bizarre. Yes. Contre les Chargers, qui sont la plus mauvaise défense contre la course de loin, j'espère que Jeff Wilson et Mostert vont rebondir. Les King Gold aussi, hein. Je pense là, tout le monde va y aller. Hein. Ouais. Autoroute. Seattle, Rams, victoire de Seattle. Et pas énormément de choses à dire côté Seattle, parce que c'est les joueurs habituels qui marquent, sauf à noter la blessure de Ken Walker. Donc, est-ce que parmi Tony Jones, DJ Dallas, qui lui aussi était un petit peu blessé dans le match d'avant, c'est des joueurs que vous avez ciblés ou vous n'êtes pas trop sûr? Non. Moi, j'avais ciblé DJ Dallas dans le seul but de le bloquer. Ouais. Parce que je pensais qu'il allait faire quelque chose. Au final, il est blessé, donc je l'ai cut. Mais Tony Jones, peut-être, à la limite, si tu es en galère, parce qu'il y a quand même pas mal de bye week cette semaine. Taylor, Jones, Dillon, Montgomery. Ceux qui me viennent en tête, là, comme ça, il y en a sûrement d'autres, vu qu'il y a 6 équipes en bye. Mais ouais, tu peux éventuellement, si tu as absolument besoin. Si tu es vraiment en galère, mais pas pour franchement, remplacer la production de Walker. Non, clairement pas. Côté Rams, c'est la descente aux enfers cette saison. Matt Stafford out pour la saison, je crois. Donc Cup, je pense pas qu'il reviendra. Et on a vu Robinson non plus. Allen Robinson non plus. On a vu une apparition de Cam Akers dans ce match. Est-ce qu'on peut faire confiance à Cam Akers pour la fin de la saison, ou c'est vraiment juste parce qu'il a eu 2 touchdowns? Confiance, c'est un bien grand mot. Ouais. Après, je demande la question pour de vrai, mais moi perso, je dis non. Mais oui, moi non plus.
je sais pas, il a quand même du volume, et c'est ce qu'on a envie de voir chez les running backs. On a déjà vu un bout de talent. Alors, j'irai pas jusqu'à le starter automatiquement. Hein. C'est pas un starter viable en fantasy. Mais si vous êtes un peu court, ça peut s'envisager, quoi. Je pense qu'il y a des solutions bien pires, comme par exemple tous les running backs de Seattle. Oui, c'est sûr que oui. Peste ou le choléra, oui, tu réfléchis. Mais alors sur ces 2 touchdowns, c'est assez triste, quoi. Je crois qu'ils ont un calendrier facile. Ouais. Les Rams, ils ont Las Vegas ce soir. Je viens de me rappeler qu'on était jeudi et qu'ils jouaient cette nuit. Donc du coup, le QB John Wolford est game time decision. On ne sait même pas s'il va jouer. Le Baker. Et il y a Baker Mayfield qui est là. Et sinon, il y a l'autre joueur. Bryce Perkins. Bryce Perkins, merci. Qui lui, au moins, est capable de courir avec la balle. Donc peut marquer quelques points fantasy là-dessus. Du coup, je ne sais pas s'il y en a... Ouais, je pense qu'il n'y en a aucun des trois qui aide particulièrement Cam Akers ou n'importe qui dans cette équipe. Alors, je ne suis pas totalement sûr. Moi, je pense que Van Jefferson peut profiter d'un changement de QB. Je trouve que depuis qu'il est revenu, il retrouve un peu du rythme. Je crois qu'il joue de plus en plus de snaps. Je serais assez curieux de voir jusqu'où ça peut aller. Mais voilà, si vous êtes un peu court sur le poste de receveur, moi, je prendrais le pari, quoi. Là, c'est simple, contre Seattle, il a joué 100% des snaps. Donc, il a eu que 4 targets, mais ils veulent l'aligner. Et ouais, alors peut-être pas pour dès cette nuit, mais la semaine prochaine, si Baker Mayfield venait à mener l'équipe et que cette équipe n'avançait pas, il aura quelques saucisses à lancer en profondeur, et peut-être bien que c'est Van Jefferson qui pourra en profiter. Ouais, possible, mais je pense il faut vraiment être en galère pour écouter un Rams pour cette fin de saison. Ouais. Sachant qu'à la moindre blessure, les mecs vont pas prendre de risques et le mec direct sur hier. Ouais, ils ont aucun intérêt à le faire jouer. Mais après, ils ont aucun intérêt à tanker non plus. Hein. Ils ont pas de choix de draft. Vraiment, c'est une fin de saison en roue libre. Là, tu testes des choses et. Ouais. C'est clair. Leur adversaire du jour, du coup, les Raiders cette nuit, qui eux, par contre, sont en plein comeback. Après un début de saison super décevant, ils ont gagné 4 ou 5 matchs. Je ne sais pas si c'est d'affilée, mais 4 des 5 derniers ou je sais pas quoi. Et donc là, ils jouent les Rams, ils peuvent gagner encore. Et en fait, ils n'ont pas dit leur dernier mot pour les playoffs, les Raiders. Donc eux, pour le coup, ils vont vraiment continuer à faire jouer Josh Jacobs, Adams, tout le monde, c'est jusqu'au bout, tant qu'ils ont encore une chance. Ça, c'est une très bonne chose pour nous en fantasy. Il y a les Steelers et il y a les Browns qui sont vraiment 3 équipes qui sont à 5-7 et qui ont quelque chose à jouer dans cette équipe avec les Jets je pense qu'il y a une bonne chance que les Jets s'écroulent, que les Ravens peuvent s'écrouler aussi. Et tu as les Chargers qui peuvent monter en puissance, mais en gros, si tu as les deux qui s'écroulent, que je viens de dire, qui sont en 7-5, tu as 2 équipes qui peuvent prendre une place en playoff. Et je pense qu'avec 8 ou 9 victoires, tu peux être en playoff cette année. Et ouais, tu as l'occasion de le faire côté Riders. On a vu le coaching qui commençait à changer un peu et être un peu plus un peu meilleur, ou du moins moins pire. Et donc, c'est plutôt cool. Ouais, et effectivement, Davante Adams qui a doublé Stefon Diggs pour être le WR1 de la saison pour le moment, après 13 semaines. Donc ça, c'est aussi une surprise. Je sais que la semaine dernière, j'avais mis un sondage pour savoir qui était le WR1. Pratiquement personne n'avait trouvé Stefon Diggs. Et je suis pas sûr que Adams était le favori derrière non plus. Donc tout le monde pense à Justin Jefferson ou éventuellement à Tyreek Hill. Mais pour le moment, Adams et Diggs sont devant ces deux-là. Côté Chargers, toujours pas de Mike Williams, mais un Keenan Allen qui est revenu, qui revient fort, hein, qui ça y est, c'est back to his old self. Mike Williams devrait revenir, je crois, cette semaine. Ouais, normalement, il est censé revenir. Après, les blessures musculaires, ça traîne toujours un peu. C'est ça. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de lui là tout de suite? À moi, à leur place, je prendrais pas de risque, hein. Même s'il y a les playoffs à venir, enfin d'éventuels playoffs
puis comme ils sont un peu en rush, ils sont vraiment pas sûrs d'y aller. Mais je pense que là, il n'y a pas besoin de lui contre les Dolphins. C'est pas là où il faut appuyer, je pense. S'il y a bien un truc que les Dolphins sont d'à peu près bien, c'est des cornerbacks. Donc... Ouais, puis il faut surtout pas qu'ils se reblessent. Ouais. Donc, affaire à suivre. On a encore 3 matchs à faire, puis après, on veut parler un peu de notre ligue. Donc, si on va accélérer si vous devez partir bientôt. Kansas City Bengals, avec encore une fois une victoire des Bengals dans cette opposition. Et le retour de Ja'Marr Chase qui a tout de suite retrouvé son volume et son niveau de jeu. Qu'est-ce que vous avez pris? Qu'est-ce que vous retenez du match? Parlons de la Ligue des Ballers. J'ai récupéré Ja'Marr Chase, je suis très content. Il arrive, il revient, magnifique. Cette réception, 97 yards, pas de touchdown. Ce que j'adore, ça veut dire qu'il me les garde pour plus tard. Ça aurait pu être encore mieux, ouais, exactement. Ouais, j'ai gagné sans ça, donc moi ça me va très bien. Et ça c'est très cool, j'aime beaucoup. Et Samaje Perine que j'avais chopé sur une autre ligue qui pour le coup m'a fait gagner un match aussi, sur une ligue où j'étais à 5 ou 6 défaites de suite, enfin catastrophique, mais notre ligue locale avec Jérôme. Et ouais, donc j'ai beaucoup aimé ce match des Bengals uniquement pour cette raison. Est-ce que Samaje Perine, il a 3 performances d'affilée top 10, je crois, dans les 3 matchs qu'il a joué. Mixon, sur toute la saison, il en a que 2. Ouais. Est-ce que vous pensez que Perine, après ces 3 performances, va commencer à prendre plus de volume, à splitter avec Mixon parce qu'il le mérite un peu à l'instar de Zeke Elliott et Tony Pollard à Dallas? Moi, ce que je me dis, c'est que Perine, c'est un peu le syndrome du backup qui est tout seul. T'as plus le backup pour split tes snaps. Donc d'un coup, il a pris les snaps de Mixon et les snaps de Perine et tout est allé pour Perine. Donc ça m'étonne pas qu'il fasse bien. Après, il fait plus de 5 yards par portée et quasiment 5 yards par réception. Donc top. Mais personnellement, je les cut partout. Ok. Non, mais c'est le genre de joueur, tu vois, que tu trade high pour moi à ce moment-là. Ta trade deadline, elle est partie, donc t'as plus grand-chose à faire, autant prendre quelqu'un sur le waiver à la place. Si je peux aller choper un Mattison partout, je vais le faire, tu vois. Je vais préférer aller chercher ce type de backup que celui de Mixon. Ouais. D'ailleurs, j'ai écrit un article la semaine dernière sur les backups RB. Vraiment le joueur le plus important à avoir sur vos bancs actuellement. Mattison. Ouais, Mattison, mais les backups RB en général. N'allez pas mettre un 3e, un 4e receveur, des mecs qui peuvent être marginalement meilleurs que vos starters. Parce que ceux qui vont vraiment changer la donne, c'est justement d'avoir un Perine qui n'a rien à faire sur son banc, mais on sait que si jamais il arrive un truc à Mixon, ça sera lui. Et puis il y a plein d'autres exemples. Mattison en est un aussi. Donc, Sunday Night, Dallas contre Colts, un score 54-19, mais qui est un peu trompeur parce que je crois qu'ils ont marqué 3 touchdowns à la fin. Oh, même plus. Il y avait, avant le dernier quart, il y avait 21-19. Ouais, c'est ça. C'était beaucoup plus serré que ça dans l'air. Ouais. Ils ont mis 33 points dans le dernier quart. C'était partout, de tous les côtés, défensivement, offensivement, ça ne s'arrêtait pas. C'est incroyable. Vraiment incroyable cette fin de match. Donc, du coup, une belle branlée pour finir. Et au niveau fantasy, c'est toujours les mêmes suspects, côté Dallas, Pollard et Zeke, avec Lamb et Gallup en receveur. Mais Lamb commence à faire des matchs de plus en plus intéressants, je trouve, avec cette équipe de Dallas qui monte en puissance. Et ouais, après un début de saison un petit peu en dents de scie, là, depuis 3-4 matchs, je le trouve plus intéressant. Ils ont un calendrier pas mal pour finir aussi. Ils ont Houston, Jacksonville, Philly week 16, mais Tennessee week 17. Donc l'offense de Dallas, je pense, va continuer à rapporter des points. Moi, Zeke, je l'ai récupéré dans certaines ligues parce que le calendrier, parce que le début de saison difficile. Et encore une fois, dans la Ligue des Ballers, je l'ai récupéré un peu en mode pièce ajoutée dans un trade. Ouais. C'était... je crois que je voulais récupérer Tua et j'ai donné Herbert et Cooper et je sais plus si c'était, je crois que c'était NFL. Non, c'était, je sais plus qui c'était. C'était Zone Sport US. Zone Sport US qui me disait tu veux quoi d'autre
Et du coup, je lui ai dit, vas-y, running back, Zeke. Il me dit, ok. Il m'a donné Zeke gratuit. Donc, moi, c'était génial. Ouais. On en avait parlé plein de fois parce que Zinkou, qui nous suit sur tous les lives, fan de Dallas, et à chaque fois, il parlait de Zeke en disant justement, Zeke blessé, Zeke qui a pas fait un début de saison de ouf, Zeke qui revient, targetez-le dans les trades, regardez s'il n'y a pas un mec qui en a marre et qui se demande ce que fait ce mec-là sur son banc blessé depuis 3 semaines. C'était top en pièce ajoutée. Tu y vas pour un autre joueur et puis après, tu le rajoutes juste un peu histoire de faire le nombre. Personne ne se doute que tu vas le chercher lui et tu le récupères pour rien. Belle technique pour les trades. Non mais c'est ça, parfois vous pouvez même donner l'impression que vous rendez service en mode attends, je te fais de la place sur ton banc là, je te le prends, je ramasse tes conneries. Moi dans notre ligue locale, j'ai récupéré Justin Fields comme ça avant qu'il avait fait 2 bons matchs, il sortait d'un match je crois à 19 points. Et très clairement, j'étais un peu en mode écoute, t'as trop de QB, fais un peu de place et je suis très content de l'avoir quoi. Qui ça t'as dit, pardon? Justin Fields. Ah ouais, c'est clair. Fields, moi pour le coup, je l'ai récupéré dans plein de ligues sur waiver. 2-3 semaines avant qu'il sur le waiver, comment c'est beau. Mais il a été sur le waiver sur plein d'endroits. Ouais, dans des ligues avec un seul QB, c'est vrai que. En particulier un QB, pas trop en Superflex, ça c'est vrai, mais sur les ligues à 1 QB, et du coup, les ligues à 1 QB, c'était des ligues où j'avais drafté assez tard un Brady ou un Rodgers ou un mec comme ça qui marchait pas trop bien. Et pour le coup, c'est vachement utile. Dernier match, Tampa Bay contre Saints, avec une victoire de Tampa au buzzer. Et celle-là, je vous laisse en parler parce que pour le coup, j'ai pas vu le résumé du match. Qu'est-ce qu'il y a à retenir, à part un touchdown de Taysom Hill? Taysom Hill, Titan 1 sur la semaine. Non, c'est pas vrai. Mais arrête, mais j'en peux plus des Titans. C'est terrifiant. Oh là là. En fait, si Kelsey fait un mauvais match, n'importe quel type qui marque 10 points, c'est un exploit. Ouais, cata. Vraiment cata. Et rien à retenir pour moi sur ce match. Parce que. Un petit quelque chose chez les Bucks avec White et Fournette qui arrivent à cohabiter parce qu'ils ont tous les deux du volume à la passe. Et c'est rare de voir 2 running backs qui remplissent un peu les mêmes missions. Et qui produisent tous les deux. Donc dans cette attaque qui lance énormément la balle, on pensait que ce serait plutôt les Julio Jones, les Russell Gage et tout qui allaient prendre des points. Mais finalement, derrière Godwin et Evans, c'est les 2 running backs. Donc les 2 sont viables dans vos ligues. Ouais, et Godwin a pris le dessus sur Evans, plus ou moins définitivement, j'ai l'impression, depuis quelques matchs. Du coup, Evans, limite startable actuellement. Je l'ai dans 2-3 endroits et ça fait je regarde ses scores là, ça fait 4 semaines plus la bye depuis week 8, il a pas fait double digit en fantasy. Il a plus le volume qu'il a eu à un certain moment, il marque plus de touchdowns cette année, il en a marqué 3 en tout, pas de touchdown depuis la week 4. C'est la peur. Evans, compliqué, C'est la peur de le voir faire 23 points sur ton banc quoi. C'est ça, tu continues. Pourquoi j'ai mis Mike Evans? Ouais. Et du coup, et pourtant il a les targets, mais j'ai vraiment l'impression, moi, quand je regarde leur match, qu'il y a un gros souci de connexion. Parce qu'il y a en semaine 9 contre les Rams, il prend 11 targets. En semaine 12 contre Cleveland, juste après la bye, il prend 9 targets. Il a ce volume, mais j'ai vraiment l'impression qu'un truc s'est coupé entre lui et Brady. Ça fonctionnait extrêmement bien la saison dernière. Et là beaucoup moins. Et du coup, quand il n'est pas trouvé dans la end zone, c'est compliqué. À la réception, il a mis que 3 TD cette saison. Ouais, c'est ça, c'est dingue. Et puis aucun depuis week 5, il en a mis. Week 4 même. Il avait mis un doublé de TD contre les Chiefs en week 4, un TD lors de la toute première semaine et depuis plus rien. Donc c'est un peu compliqué. Ouais, c'est clair. C'est clair, ouais. Il nous a tellement habitués à être le mec reliable par excellence que, comme tu dis, on a du mal à se dire non, je vais le bencher, mais là, je pense qu'actuellement, c'est nécessaire. Ouais. Ok, merci les gars, on a fait le tour. On va faire un petit tour par la ligue des Legends. Je vais partager le classement dans lequel on retrouve Alex en 2e position et GG en 3e position, tous les deux qualifiés pour les playoffs du coup.
C'est une belle escroquerie. Hein, bravo les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de la Ligue jusqu'à maintenant, en saison régulière? C'est génial. J'aime beaucoup. Ouais. En fait, ça fait plaisir déjà de pouvoir partager ça avec d'autres créateurs de contenu autour d'une même passion. Hein. Franchement, l'ambiance est ultra cool hein, pour révéler un peu des coulisses. Le chat est bien animé, ça réagit après chaque semaine. Pendant la période où c'était les trades, j'ai parlé avec à peu près tout le monde. Franchement, génial. Ouais. Et puis tout le monde s'y connaît bien, même s'ils ne sont pas tous experts en fantasy. Ils connaissent bien la NFL, on peut avoir des bonnes discussions, donc ça c'est vrai que c'est cool. Ouais. Et puis surtout, c'est tight, hein, je trouve. Il y a Zone Spurieuse qui s'échappe un petit peu en tête, il a eu 8-9 victoires d'affilée, je crois. 9. Non, peut-être pas 8-9, mais au moins. Il a 9 victoires, ouais, c'est ça, il était 1 et 2, et maintenant il se retrouve. Ouais. Incroyable. Mais il n'y a aucune équipe qui vraiment surdomine. Toi, GG, je pense qu'à la limite, sur le papier, tu as une des meilleures teams. Alex, tu as rajouté Chase à la deadline. Donc, du coup, tu as une super équipe aussi. Moi, j'ai des super running backs. J'ai jamais réussi à trouver les bons receveurs pour carburer avec. Mais il m'en suffirait d'un et je me dirais que franchement, je peux battre n'importe qui. Je peux aussi perdre contre n'importe qui parce que je suis un peu entre les deux. Et ouais, il n'y a aucun match facile, quoi. Il n'y a aucune semaine où je me dis, bon, cette semaine, c'est easy. Il y a peut-être 2-3 gars en fin de classement qui en plus ont lâché juste avant la deadline pour essayer de préparer l'année prochaine. Mais globalement, une bonne ligue bien équilibrée, je suis content. Et avec une formule qui fait que tu n'as jamais match gagné, quoi. Tu n'as jamais match gagné, tu peux... La défense ne marque pas beaucoup de points, il n'y a pas de kicker, donc c'est vraiment une question de trouver les meilleurs joueurs flex, les meilleurs QB, etc. Et avoir les bons match-up. Parce que là, moi, quand je vois mon nombre de points marqués, j'allais en parler. J'ai rien à faire en deuxième place, tu vois. Et en fait, mais j'arrive à mettre, j'ai l'impression, 5 points de plus, par-ci, par-là, et je m'en sors. Mais ouais, c'est franchement une top league. Et merci de nous avoir invités, d'ailleurs. C'est top. Ouais, non, mais c'est clair. Surtout, donc là, c'est du coup, week 14, c'est notre dernière semaine pour se qualifier. Comme on a la règle que les 5 premiers au bilan se qualifient et le 6e se qualifie au point parmi ceux qui restent, on a Alex Dodgeon Actu qui est quasiment sûr d'être soit 5e, soit qualifié au point. Donc du coup, la qualif se joue entre moi, avec Hugo Café Crème Sport et potentiellement Aptite. Je crois que j'ai 23 points d'avance sur Hugo en nombre de points. Et une cinquantaine sur Aptine. Donc, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Si je gagne, je suis sûr de finir 5e. Ouais, après, si je gagne, c'est bon. Donc, en fait, si je gagne, c'est bon. Si je perds, il faut que je marque plus de points que Hugo. Mais je crois que tu es que en concurrence avec Hugo. Même là, je vois que Aptine, il est en 5-8. Du coup, oui, mais c'est au nombre de points seulement. Comment ça se fait qu'il est 5-8 c'est ça, ouais. On s'en fout qu'il soit 5-8, c'est au nombre de points. Ouais, c'est ça. On s'en fout qu'il soit 5-8, en fait. Ah oui, d'accord. C'est vraiment meilleur scoreur, même si tu es tout au fond, quoi. C'est dernier. Même Cyprien, par exemple, il peut faire peut marquer 200 points et faire la surprise. Ce serait beau. Ce serait stylé. Non, mais ce serait stylé. La remontée par rapport à l'équipe qu'il avait récupérée en flamme. Là. Pendant qu'Alex a une victoire de plus que moi en ayant marqué 270 points de moins sur la saison. Ouais, mais ça, c'est le talent, ça. Ouais, c'est clair. Toi, tu as eu pas mal de bad breaks. Donc, si on regarde un peu les rosters, vite fait, je vais mettre les bancs aussi. Alex, toi, tu es là. Raconte-nous un peu ton roster, qui a fait ta saison, qui t'a agréablement surpris, sur qui tu t'es planté complètement. Comment s'est passée la saison un peu? Je vois Tua, justement, parce que tu es fan de Miami. Chase, on a dit, tu viens de le rajouter en trade. J'ai récupéré Tua, parce que j'avais drafté Justin Herbert en QB1. Et je me suis dit, Herbert, je peux rien en faire l'année prochaine et il fait pas une saison incroyable non plus. Donc je vais aller chercher Tua, qui est un keeper 5e tour ou 6e tour, et m'améliorer à côté aussi si je peux. Donc j'ai tradé Herbert et Amari Cooper, qui d'ailleurs était une vraie surprise. Je l'avais drafté au hasard un peu et très content de sa saison. J'ai récupéré Adam Thielen sur le waiver. Et ça aussi, ça c'était dingue. Ça c'était dingue. Dalvin Cook qui me fait une bonne saison, Aaron Jones aussi. J'avais Brice Hall malheureusement qui s'est blessé pour la saison et que j'ai tradé justement pour Ja'Marr Chase. Mike Evans, j'ai tradé aussi pour lui, mais genre deuxième semaine. Donc en fait j'ai réussi à bien m'en sortir via les trades. Et ça c'est plutôt un petit plaisir.
Ouais, ça c'est cool. Ça montre que la draft est importante, mais ce qui est vraiment important, c'est la gestion pendant la saison aussi. Ouais, parce que tu vois, Mike Evans, je l'ai récupéré pour James Robinson et Michael Thomas. Ouais, donc gratos quoi. Bah ouais, mais quand je l'ai tradé, c'était au final, je m'étais dit ah mince, parce que James Robinson il fait un vrai début de saison et Michael Thomas, est-ce que c'est vraiment le Michael Thomas, il jouait super bien aussi avant de se blesser. Ouais. Exactement. Et c'est pour ça que je l'ai tradé très rapidement. Le bon plan. Donc voilà. Et j'ai Marquise Brown aussi qui risque de revenir plutôt bien. Donc ça, j'ai un espoir aussi avec lui. Donc, et plein de QB pour bloquer les gens. Ça aussi. Ouais. Toujours. Je vois que t'es un fin tacticien. Un fin tacticien, ouais. Le bloqueur. Et les Chiefs. J'ai vu un message passer. Les Chiefs pour la fin de la défense saison. des Chiefs pour la fin de la saison. Ouais. Moi, je l'avais, mais je l'avais droppé la semaine dernière, justement contre les Bengals. Je l'ai pas mais Denver, Houston, Denver, sur 3 des 4 dernières semaines, c'est compliqué. Quoi. Bah moi, je suis là en haut à gauche. Je suis monsieur running back dans cette ligue. J'avoue que je comprends pas trop pourquoi certains running backs sont autant dispo. Et cette année, je suis pas trop récompensé, je trouve, parce qu'il y a eu relativement peu de blessures de running back. Et toute la saison, je me suis dit, en frottant les mains, je me suis dit, tu vas voir quand les Derrick Henry vont se blesser, quand machin, ils vont tous venir pleurer. Et puis, franchement, quasiment toute l'année, il n'y a aucun mec qui s'est retrouvé en galère. Mais en tout cas, du coup, je suis très, très bien fourni en running back. J'ai Miles Sanders, Pierce, Christian McCaffrey, Zonovan Knight, Rashad White, James Cook, et sur mon IR, j'ai Khalil Herbert aussi, et j'ai aussi Jordan Mason. Donc ouais, j'ai vraiment beaucoup de running back. Et inversement, j'ai jamais réussi à trouver la bonne carburation en receveur. J'ai un petit espoir quand même pour la fin de saison de DJ Moore, si jamais ça, avec Darnold, ça marche mieux. Peut-être que justement, ça peut être le truc qui me booste un petit peu. Mais il faudrait idéalement qu'il y en ait un deuxième avant la fin de la saison qui sorte. Un Nico Collins qui fasse une bonne fin de saison, un Zay Jones, mais Gabe Davis, lui, il sera toujours touchdown dépendant, donc ça va être compliqué. Et par contre, Daniel Jones, toi tu disais, Jay, tu as Barclay partout. Moi, j'ai Barclay presque partout, sauf ici. Mais Daniel Jones, je l'ai vraiment partout, lui. Et grâce à lui, j'ai fait des bonnes saisons un peu partout, parce qu'il coûtait vraiment pas cher à la draft. Et ça a été... un joueur assez régulier. JJ front office, voilà. Jones, il a l'upside au sol, hein, c'est ça en fantasy, c'est incroyable. Hein. Surtout nous, là, on est dans une ligue super flex, donc t'es obligé de... Enfin, t'es pas obligé de start de QB, mais c'est quand même mieux si t'as envie de marquer des points. Donc... C'est ça. Bah toi, d'ailleurs, t'as commencé ta draft avec Mahomes et Kyler Murray. Exactement, c'était le plan. Hein. Dès qu'on a appris le format de la ligue, dans ma tête, c'était peu importe la place, sauf si vraiment tout le monde avait drafté des QB et qu'arrivé au milieu du deuxième tour, on était déjà sur les fonds de tiroir. Là, j'aurais attendu et je serais allé chercher un upside plus loin. Mais ouais, Mahomes Murray, c'était un peu... Murray, j'y croyais beaucoup plus que ce qu'il propose, même si en fantasy, ça reste largement viable. Mais je pensais que ça allait être la saison de son explosion. Bon, finalement, c'est un peu comme la saison dernière, quoi. C'est très bon, mais ça ne décolle pas à des sommets que j'attendais. Et j'étais surpris de voir, malgré la saison décevante, justement, on pense qu'il a été nul, mais en fait, il est genre QB 8 ou 9 pour le moment. Quand même. malgré des matchs manqués. Donc c'est ce que tu dis, il joue plutôt bien, il est meilleur que la moyenne, mais c'est pas le top 3. Il n'a pas fait le jump comme l'a fait... j'ai des trous de mémoire avec les noms, ça, c'est terrible. Comme l'a fait Jalen Hurts. Ouais. Mais bon. Et ouais, derrière, tu as Barclay et Etienne qui tiennent la baraque. Ouais, j'ai eu de la chance que ça se blesse pas trop, mais pareil, c'est deux joueurs en lesquels je croyais plutôt beaucoup, surtout Saquon. Et après, ouais, Travis Etienne, je croyais en lui, mais j'avoue que je pensais pas que ça allait être aussi bon, même si là, depuis 3 semaines, il marque le pas, comme toute l'attaque de Jacksonville. Mais globalement, il m'a fait quand même gagner pas mal de matchs. Il a des réceptions, donc pour un running back, c'est génial. Ouais, et Pacheco récupéré sur waiver, si je dis pas de bêtises. Alors, je l'ai drafté en fait. C'est en ça, 16e. Drafté, droppé, droppé, et repris une troisième fois. Vas-y, t'en as de la chance. Ouais, oui. En vrai, moi, du coup, ce que j'aime bien faire, c'est
c'est vraiment anticiper sur le waiver, quitte à me bloquer une place sur le banc, comme là, ça doit faire 4 semaines que j'ai Desmond Reader. Je croisais les doigts fort pour qu'il prenne le lead après la bye week et j'y croyais, et du coup, ça va arriver. Alors, j'en ai pas spécialement besoin. Ouais, j'allais dire, si Mahomes et Murray sont là, je suis pas sûr que tu en auras besoin. Mais du coup, ça fera un beau keeper. Et ça bloquera quelqu'un aussi. Et ça bloque quelqu'un surtout. Donc voilà, j'ai moi, c'est un peu ça ma stratégie, là où Alex, il est très, 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 très fort sur les trades. Moi, c'est plutôt... j'hésite pas à aller voir 3-4 semaines en avance qui va peut-être pouvoir passer sa tête. Et c'est comme ça que j'ai pu récupérer Pacheco, notamment, avant qu'il enchaîne les gros matchs. Mon côté commercial, ça. Jay, il draftait spot 12. Donc en 12 toi, aussi, ouais. Spot 12 avec Mahomes, Murray. Eh ben, j'ai fait l'erreur de ne pas prendre Hurts. Enfin, du coup, je pouvais pas le savoir avant. Hurts était dispo. On aurait pu faire Mahomes Hurts. J'avoue que je pensais... En fait, avec l'arrivée d'A.J. Brown, pour moi, ça lui donnait une arme de plus, mais j'avais en tête l'idée que il faudrait un petit temps d'adaptation, déjà, pour créer une connexion entre les deux. Et surtout, je voyais quand même les Eagles pas trop mal jouer, et donc être devant sur beaucoup de matchs, donc pas forcément un gros volume de passes. Et en fait, il s'avère que même quand ils sont devant, ils continuent de passer la balle. Donc pas bien joué à moi d'avoir laissé passer Hurts pour Kyler, quoi. Ouais, non, mais moi je croyais beaucoup en Hurts cette année, mais j'aurais fait la même chose que toi. Parce qu'honnêtement, au début de la saison, il n'y avait pas spécialement de raison de privilégier l'un à l'autre, sauf si tu faisais un petit pari, quoi. Et sinon, quand même, Saint Brown, vas-y, ouais. Saint Brown que j'ai eu au 6.12. J'avoue que je pense que si tu revoyais le replay du soir de la draft, je pense que j'ai dû être surpris de l'avoir en 6.12. Ouais, je pense. Ouais. Attends, je sais pas si je peux voir et le replay d'ailleurs disponible sur YouTube toujours. Mais donc ouais, t'avais JJ là, on avait un reversal au 3e round, donc du coup Barkley en 3.1, Etienne, Pittman et ensuite Amon-Ra St. Brown. Donc tu regardes le nom des mecs qui sont pris avant. Donc 6-12, ouais. Donc t'as Metcalf, McLaurin, DJ Moore. Tu vois, moi typiquement qui galérait en receveur toute l'année. Tu vois ça maintenant. DJ Moore et Allen Robinson avant St. Brown, et j'ai envie de me arracher les cheveux. Waddle pris relativement tard aussi. Mike Williams, Deontay Johnson, je pense qu'Aptin, pareil, s'il pouvait refaire cette doublette là avec St. Brown, c'est sûr qu'on le referait sans hésiter. Ouais. Donc ouais, non, il n'y a pas beaucoup de déchets dans cette draft. En tout cas, disons c'est bien joué, donc c'est mérité d'être... Ouais. En fait, le déchet est arrivé un petit peu en deuxième partie de draft. Dillon, voilà, ça, je pensais vraiment qu'il serait running back 1 de l'équipe, ça n'a pas été le cas. Hunt, là on le voit avec le retour de Watson, mais j'ai pas eu la patience d'attendre de voir si le retour de Watson allait vraiment l'aider. Sinon, Allen Lazard, quand même, qui a eu ses blessures comme d'hab, mais qui assure un bon plancher. Et derrière, Malik Willis aussi. Hein. Je pensais que les Titans allaient passer à autre chose. Et quand je vois les performances de Tannehill, je me dis que ça gagne, mais voilà. Ils auraient pu passer à autre chose plus tôt. Ouais. Mais globalement, il a eu son opportunité, mais il a été quand même... Il a été sacrément nul quand il a eu son opportunité. Donc je pense qu'il n'est pas tout à fait prêt. Ouais, mais tu vois, je pense que c'est un peu compliqué sur un seul match de le juger, de le mettre de côté. Pour moi, la décision était hâtive, quoi. Mais parce que surtout les Titans, ils jouent quand même, ils jouent les playoffs, hein, donc je pense que Willis, il aura sa chance à un moment, mais pas cette année. Toi, Alex, Herbert, Cook, Jones, Brissol, donc t'étais parti plus running back. Metcalf, Hollywood Brown, Thomas, que tu as échangé, Cooper. C'est vrai que tu as échangé quasiment tout le monde, en fait. Il n'y a plus personne dans ton équipe. Ça, c'est un signature move, ça. Tu verrais, on a une ligue. Donc, nous, notre ligue locale avec Jérôme, on a un principe, c'est keeper, mais à partir de la deuxième partie de la draft. Il faut les garder toute l'année dans ta draft, toute l'année dans ton équipe si tu veux les avoir en keeper. Et avec Jérôme, en général, chaque année, il nous reste un joueur éligible. Donc
Mais ouais, non, mais là, pour le coup, moi, j'étais parti pour trader personne à la base parce que Cook, Jones, Breece Hall, moi, c'était mon trio où je me suis dit, c'est tranquille et je suis pépère. DK Metcalf, je le voyais plus haut que tout le monde. Je pense que quand je l'ai drafté, je crois qu'il y a eu quelques petits rires dans la salle. Et bon, comme ça. Ouais, Marquise Brown, hein, moi j'ai rigolé parce que je me dis quoi, il prend pas DJ Moore? ouais. Moi, c'est quand je vois Waddle plus loin dans le 5e où je me dis, ah, dommage. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais ouais, après, voilà, je me suis dit, bon, si je fais une erreur, je le trade et puis voilà, quoi. Et c'est ce qui s'est passé, tant mieux. Le Matt Ryan, tant pis. Mais j'ai Deshaun Watson pour 3 saisons, en espérant qu'il fasse plus que 5 matchs, plus que 5 points, pardon, par match et 5 matchs par saison aussi, idéalement. C'est clair. Ça pourrait être bien. Donc, ouais. Mais Matt Ryan, grosse erreur, pour le coup. Quand il y avait Daniel Jones encore, que j'aimais beaucoup, Daniel Jones et Jared Goff pré-draft. Et j'ai hésité parce que j'avais vu beaucoup de QB sortir. Et ouais, je vais te dire, heureusement que tu m'as laissé Daniel Jones parce que moi j'ai drafté Russell Wilson au 3e round et tout le monde m'a félicité. Je tiens à le faire remarquer. Et ensuite, tout le monde s'est dit, non! Ouais, Wilson Hurts, il va avoir une équipe de ouf. Non. Et ensuite, autant mes running backs, j'ai fait un quasi sans faute, ce qui est assez rare. Autant les receveurs, ça a été une catastrophe. DJ Moore, j'ai encore un petit espoir. Allen Robinson, il a été nul. Je l'ai droppé très vite. Russell Gage, il a été nul très vite. Sky Moore, ils le font pas jouer. Je l'ai droppé très vite. Et en fait, au bout de 3 semaines, j'avais déjà plus aucun de mes receveurs. Mackenzie et Jalen Tolbert qui joue pas non plus. Donc ouais, quand tu regardes vraiment la liste des receveurs que j'ai pris, j'ai été obligé de tout refaire dès la 2e ou 3e semaine. Et là, franchement, c'est dur. Hein. Et en receveur, il n'y a pas beaucoup de mecs qui sortent. Donc, c'est bon à savoir. En fait, déjà, tu peux faire jouer 5 receveurs et tu es obligé d'en mettre 3 minimum. Et je sais que dans ce type de ligue-là, moi, j'étais pas habitué à plus de receveurs possibles. En fait, j'avais vu 2 flex. J'avais pas vu que tu pouvais pas mettre un receveur dans le 2e flex. Et ça m'a un peu surpris quand j'ai fait ma première line-up. Et tant pis, tu vois, ça m'apprendra. Mais c'est vrai que pour les prochaines fois, je sais que. Je pense que la saison prochaine, ça va partir receveur heavy au début et pas spécialement running back. Je suis pas d'accord avec toi. Je pense que ça va partir beaucoup plus sur les QB. Je pense que là, il y en a beaucoup qui ont regretté de ne pas avoir saisi tout de suite l'importance du 2e QB en Superflex. Là, globalement, sur nos 2 premiers tours, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 quarterbacks qui sont sortis sur 24 picks. Je pense que l'année prochaine. T'en as beaucoup qui vont être en keeper aussi. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y en aura pas. Moi, tu vois, déjà, j'ai mes 2 QB qui sont déjà prêts. J'ai Tua et Watson qui, je pense, je vais garder. Et, tu vois, j'ai pas besoin du coup de prendre un Josh Allen au premier tour ou un truc dans le genre. Donc, à voir. Moi, tout dépend de la stratégie de keeper, effectivement. Parce que comme il faut donner un pick supérieur, par exemple, moi, si je veux garder Hurts, ça coûte mon premier pick. Faut voir si c'est le 1.1 ou le 1.10, quoi. Ça dépend où sera le premier. Par exemple, ouais, c'est ça. Si comme prévu, je gagne la ligue, peut-être que je garderai Hurts. Si, comme logique, je me fais sortir au premier round des playoffs et que c'est un million, je suis pas sûr de. Je sais pas, faudra réfléchir. Je pense qu'il y aura plus de value peut-être à garder certains running backs. Et au contraire, moi, ma stratégie, ce sera peut-être de garder des running backs qui me coûtent pas cher et ensuite justement de redrafter à mort des QB, des receveurs hein, avec les rounds tôt qui deviennent dispo. Mais bon, il faudra voir. Ça va être intéressant. En tout cas, c'est la première fois que je fais une keeper un peu dans ce style-là. T'as un Dameon Pierce en 8.8. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai Pierce en 8.8. J'aurais aussi les mecs que j'ai ajoutés sur Waiver qui du coup sont pas là. Non, mais les gars que j'ai rajoutés sur Waiver qui sont pas là, mais du coup j'ai Herbert, James Cook et lui il a Rashad White. Rashad White, il avait été drafté par Aptin tout en bas. Ici 13, donc en 8e round. Ouais, c'est ça, 8e, 12e, 13e, 14e. Pas mal, hein. Je peux avoir mes 4 running backs, tu vois. Qui logiquement l'année prochaine devraient jouer. Un gros rôle, ouais. Ça veut dire que je peux utiliser les rounds tôt pour tout le reste. Ouais, je peux utiliser les rounds tôt pour tout le reste pour redrafter des QB quitte à lâcher Hurts. Même si de toute façon la meilleure partie de la draft, ça reste ta petite vidéo où on fait tous un petit 100 mètres virtuel pour savoir qui pique où.
Eh ben, on va la refaire. On va refaire un 100 mètres virtuel avec un style NBA, quelques balles de ping-pong de plus pour les mecs qui n'ont pas été en playoff. Mais ça va être un 100 mètres et je peux même essayer de l'annoncer un peu plus à l'avance en live pour que tout le monde puisse le voir en direct. le 100 yard rush. Bon, ben merci les gars. Désolé, je vous ai gardé un peu plus longtemps que prévu, mais en tout cas, c'était cool. C'est une bonne discussion. Et j'espère que ça vous a plu aussi. Bonne chance pour cette week 14, même si pour vous, du coup, dans cette ligue, c'est pas le plus important. Comment j'arrête de partager. Tac, supprimer. La technologie, c'est pas le plus important pour vous. Ouais. Au moins, je suis pas un lapin, tu sais, avec un background ou un truc comme ça. Vous avez encore, je dis que ça compte pas, mais en fait, ça compte parce que vous avez tous les deux vous battez pour la bye week, non? Ouais. Donc c'est important quand même. Sur Sport US, il aura la bye week normalement, mais et il y a la si je gagne, je l'ai aussi. Ouais. Bah, la bye week et on pourrait éventuellement voir où est-ce qu'on va tomber en playoffs. On ne sait pas trop, mais on va être tous les deux qualifiés. Est-ce qu'on va être dans la même partie de tableau ou est-ce qu'on va pouvoir s'affronter en finale? Ouais, il y a moyen, ouais. Si vous êtes 2e et 3e, par exemple, je pense que vous êtes ensemble. Ouais. Attends, c'est quoi le... C'est triste. Bah, au moins, il y en aura un final. C'est quoi le tableau? Là, actuellement, vous êtes dans la même partie. Alors, pourrait y en avoir 2, franchement. Actuellement, vous êtes dans la même partie. Et moi, je suis en haut. Ouais, ça va être marrant tout ça. Donc, ouais, n'hésitez pas sur notre Linktree, il y a le lien là sur le site qu'on vient de montrer. Si vous avez envie de jeter un œil à nos drafts, à nos rosters et tout ça, si ça vous amuse. Sinon, le front office, on vous retrouve un peu partout, hein, Twitter, Instagram et que mardi Twitter, et vendredi sur juste Twitter, ok. Sur Twitter et mardi et vendredi en podcast, c'est ça? C'est ça. Demain, on en tourne un, donc juste le temps de le monter et puis vous aurez de quoi écouter, soit en rentrant du boulot vendredi soir ou ce week-end tranquillement assis dans le canapé. Parfait. Et ben les gars, je vous souhaite une bonne chance, une bonne semaine de fantasy. Merci beaucoup pour votre participation. On se tient au courant et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.